Ce dont je m'apprête à vous parler ici rentre sûrement dans le top 5 de ce qui fait l'identité du slovène, notamment par rapport aux autres langues slaves. Il s'agit de l'adverbe lahko. Cet adverbe vient d'un adjectif qui veut dire facile, léger, et qui existe dans toutes les langues slaves, ce n'est donc pas à ce niveau qu'il sort de l'ordinaire. Il s'agit donc d'un adverbe qui veut dire quelque chose comme facilement. Cet adjectif vient lui-même de ce mot proto-slave, qui a un G au milieu, et son ancêtre proto-indo-européen, est lui-même à l'origine de mots comme light en anglais ou leicht en allemand, qui ont tous les deux le sens de léger. Regardons un peu comment ce mot a évolué dans les langues slaves. Nous avons deux versions de l'adjectif en proto-slave, une version courte, indéterminée, et une version longue, déterminée. C'est la version longue qui nous intéresse. Les désinences typiques des adjectifs longs ont un format de type voyelle-ye-voyelle. Et si l'on prend le genre masculin, les voyelles sont des yer, qui sont des voyelles ultra courtes du proto-slave et qui n'ont pas persisté dans les langues slaves actuelles. Typiquement, les séquences en voyelle-ye-voyelle sont contractées en une voyelle longue, ici en un i, qui est donc à l'origine long. Quant aux yer, comme on l'a dit, ils sont amenés à évoluer. Le premier yer partant de la fin disparaît, et le deuxième devient une voyelle. On dit qu'il se vocalise. Nous avons d'ailleurs des vidéos sur tous ces sujets, adjectifs courts et longs, contraction des séquences voyelle-ye-voyelle, ou encore évolution des yer. Elles sont toutes accessibles en description. On se retrouve donc avec une séquence de consonnes de type g-ke, dans laquelle la proximité entre les deux phonèmes, qui sont tous les deux des occlusives vélaires, pose problème. Ils se prononcent en effet tous les deux au fond de la bouche, au niveau du voile de palais, et la seule différence de prononciation est que le g est voisé, c'est-à-dire qu'il se prononce en activant les cordes vocales, contrairement au ke. Cette proximité les rend presque impossibles à prononcer l'un après l'autre. Alors, à ce stade-ci, le g de certaines langues slaves venait d'entamer sa transformation en ce qui deviendra la fricative h en haut-sorabe, en tchèque, en slovaque, en ruthène et en ukrainien, via une première étape de type r, ce qui correspond encore à l'état de l'ancien g du biélorusse. Nous avons d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Je précise que les termes occlusive et fricative désignent la façon d'articuler un son. On bloque l'air entièrement pour former une occlusive, tandis qu'on le laisse passer à travers un obstacle pour former une fricative. Là où cette évolution du g était en cours à l'époque, la prononciation de la séquence g-ke n'a pas posé problème. L'usage du graphème H dans les mots tchèques et slovaques d'aujourd'hui est donc l'héritier de l'ancien g, et il ne faut pas le confondre avec le ch, qui s'écrit ch. Cependant, ce qui vaut ici pour le tchèque et le slovaque ne vaut pas forcément pour les autres langues qui ont connu une évolution du g en r ou h, possiblement car celle-ci a peut-être débuté un peu plus tard. Il se pourrait donc qu'en ce qui deviendra le haut-sorabe, le ruthène, l'ukrainien et le biélorusse, le g était encore prononcé g à ce moment, comme dans le reste de l'ère slave, mais il m'est difficile d'être catégorique sur ce point. Dans les langues où le g était à l'époque resté g, plusieurs stades d'évolution de la séquence g-ke sont visibles. Il semblerait qu'en polonais, le g ait été tout simplement dévoisé et soit devenu ke. Cela expliquerait en tout cas le mot lekki que l'on a aujourd'hui en polonais. Le plus souvent, la transformation est allée plus loin, et en plus du dévoisement du g, celui-ci est devenu encore une fois une fricative. Cette fois-ci, la fricative non voisée r. C'est ce qui s'est passé notamment en russe avec le mot liorki, qui a conservé le graphème du G cyrillique malgré le changement phonétique. Et ce serait donc possiblement aussi le cas dans les mots du biélorusse, de l'ukrainien, du ruthène et du haut-sorabe, dans lesquels l'héritier du g se prononce ici r. Notons qu'en haut-sorabe, le graphème ch a été choisi ici, et non le graphème h, qui aurait été, comme en tchèque et en slovaque, l'héritier normal du g. Et c'est également ce qui s'est passé en slovène, langue dans laquelle la transformation en r a été notée avec le graphème pour r dans cette langue, à savoir un h. Une simplification supplémentaire a eu lieu dans la majorité des langues slaves du Sud, où le r est tombé, donnant notamment en serbe et en croate l'adjectif lak ou laki, et en macédonien et en bulgare l'adjectif lek. Le g de la racine n'a donc persisté dans aucune langue slave, mais il est toujours visible dans un autre adjectif formé sur la même racine et possédant également le sens de léger, et ce en serbe et en croate. Il s'agit de l'adjectif
lagan, lagani. D'autres petites évolutions ont pu avoir lieu dans certaines langues slaves, mais revenons plutôt au slovène, langue dans laquelle, comme nous l'avons dit, le g s'est transformé en r, et où l'on retrouve donc notre adjectif sous la forme larki. Notons qu'il s'agit de la forme déterminée, et que l'usage du r s'est étendu à la forme indéterminée, lark, qui, elle, aurait très bien pu être prononcée avec le g. La forme de l'adverbe larko, qui nous intéresse ici, vient quant à elle de la forme neutre de l'adjectif. Ce qui rend l'adverbe larko unique, c'est qu'il s'agit d'un adverbe que l'on peut qualifier de modal. Par modal, j'entends ici qu'on peut l'utiliser pour définir le cadre d'une action. Dans ce cas, on indique qu'il est possible d'effectuer cette action. Mais la modalité, de façon plus générale, permet, outre la possibilité, d'exprimer d'autres nuances comme la nécessité, l'obligation, le devoir, ou encore l'autorisation d'effectuer une action. Nous avons parlé de l'adverbe larko comme étant modal en slovène, et pourtant dans la majorité des langues slaves, et le slovène ne fait pas exception, la modalité s'exprime globalement comme en français, ou plus ou moins en anglais, avec un verbe modal conjugué à la personne correspondant au sujet de la phrase, suivi d'un verbe à l'infinitif. Comme dans la phrase « je veux soutenir la chaîne rozum razum », qui comporte une structure modale, et ce que ce soit en français, en anglais ou dans les langues slaves. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, notamment financièrement mais pas que, je vous ai mis en description plusieurs façons de le faire. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font déjà. Si vous regardez la traduction de cette phrase dans les langues slaves, on s'aperçoit donc que généralement, un infinitif suit le verbe modal conjugué, à l'exception de certaines langues slaves du Sud. En effet, le serbe, le macédonien et le bulgare ont ici subi l'influence de l'ère Balkanie, cette zone géographique où des langues de famille différentes se sont influencées mutuellement. Ici, probablement sous l'influence du grec, l'usage de l'infinitif a été remplacé par une sorte de subjonctif avec la conjonction da, qui veut dire que, suivi d'un verbe conjugué. Au lieu de dire « je veux soutenir la chaîne », on dit donc quelque chose comme « je veux que je soutienne la chaîne ». En serbe, la forme avec da est dominante à l'oral, mais la forme avec l'infinitif est toujours considérée comme étant correcte, tandis qu'en macédonien et en bulgare, l'infinitif n'est plus utilisé, et la forme utilisée dans le dictionnaire pour les verbes est équivalente à une forme conjuguée. L'utilisation d'adverbes est aussi fréquente pour exprimer la modalité, et tout comme pour les verbes modaux, il sera suivi d'un infinitif ou de ce qui l'a remplacé, comme dans la phrase croate « možno je ovo raditi », il est possible de faire ceci, voire « lako je ovo raditi », il est facile de faire ceci. Cependant, ce n'est pas ainsi que l'adverbe larko du slovène est utilisé. Intéressons-nous d'ailleurs au verbe pouvoir, sur la base duquel l'adverbe možno du croate est formé. En protoslave, son infinitif est d'abord mogti, et on peut le décomposer en deux, avec la racine mog et le suffixe d'infinitif en ti. Vous le savez peut-être, le protoslave n'aimait pas les syllabes fermées, c'est-à-dire terminées par une consonne, et les groupes de consonnes ont eu tendance à se simplifier, de façon à restructurer les mots afin qu'ils ne comportent que des syllabes ouvertes, c'est-à-dire terminées par une voyelle. L'infinitif mogti s'est donc simplifié en moti, et le groupe gote s'est probablement d'abord simplifié en tje, avant de devenir tse dans les langues slaves de l'Ouest, tje en croate et en serbe, et tche en slovène ainsi que dans les langues slaves de l'Est. Même si ici en biélorusse et en ukrainien, il semble que l'infinitif soit formé sur l'ancienne version en gote. Lors de la conjugaison, la terminaison s'ajoute donc au ge de la racine. C'est bien un ge ou l'évolution du ge que l'on retrouve à la première personne du singulier et à la troisième personne du pluriel dans de nombreuses langues slaves. Cependant, le ge a été palatalisé en je par la terminaison commençant par un est aux autres personnes. Si le terme de palatalisation ne vous est pas familier, vous vous en doutez, je vous ai mis une vidéo à ce sujet en description. Dans certaines langues, le je a été généralisé à toutes les formes conjuguées pour rendre le modèle plus uniforme. Et parfois aussi, pour les mêmes raisons, les terminaisons en « est » ont été étendues à toutes les personnes. C'est ce qui s'est passé en slovène, langue dans laquelle a eu lieu un autre phénomène appelé rotacisme, c'est-à-dire la transformation d'un phonème, ici le « je », en « r ». C'est donc des « r » que l'on a partout dans les formes conjuguées de ce verbe en slovène. Cette transformation, ce rotacisme, on le retrouve en fait dans toute la zone dite caïcavienne, à laquelle appartient le slovène, et dont le nom provient de la façon de dire quoi, à savoir kaj. Elle concerne donc aussi la zone dialectale caïcavienne du nord de la Croatie,
où l'on peut entendre des structures de type morem plus infinitif pour dire « je peux faire quelque chose ». Cependant, le slovène standard n'utilise le verbe pouvoir qu'à la forme négative. Il est tout à fait possible de dire ne morem, je ne peux pas, mais la forme morem n'est quant à elle pas utilisée. C'est là que notre adverbe larko entre en scène. Associé à un verbe conjugué à la personne correspondant au sujet de la phrase, il prendra le sens modal de « je peux faire quelque chose », probablement via un glissement de sens de type « je fais cela facilement »,« je peux faire cela facilement ». Si je veux dire « tu peux étudier le slovène à Ljubljana », on dira donc « Lahko študiraš slovenščino v Ljubljani ». Et ça confère au slovène quelque chose de bien reconnaissable, quelque chose d'unique. Bon, et maintenant, si vous vous demandez toujours si vous voulez vous abonner, je n'ai qu'un mot à vous dire, Lahko. En fait, saviez-vous que le mot pour repas en slovène veut dire poison en tchèque? Cette vidéo vous évitera peut-être une intoxication alimentaire lors de votre prochain séjour à Prague. Et si vous voulez savoir pourquoi les adjectifs déterminés et indéterminés existent, notamment en slovène, alors cette vidéo devrait vous intéresser.